Les jeunes enfants, ils peuvent souvent avoir l'impression que c'est de leur faute, en fait. Et donc, la pose du diagnostic, elle est super importante pour ça. Au départ, quand j'ai fait médecine, moi, je voulais être chirurgien. Et très vite, dans mes premiers stages, en 4e année, le chirurgien m'a dit « T'es sûr que tu ne veux pas faire plutôt de la pédopsychiatrie ou de la pédiatrie ?» On va avoir des répercussions sur ce qu'on appelle le coût cognitif. Ils sont là, mais on ne les voit pas toujours. Les troubles du neurodéveloppement, les TND, font partie de ces réalités invisibles. Ils touchent l'apprentissage, le quotidien, l'enseignement, bref, toute la vie à l'université. Pour mieux comprendre ces troubles, l'université Claude Bernard Lyon 1 donne la parole aux personnes étudiantes, enseignantes et expertes, ceux qui sont au cœur du sujet. Vous écoutez Podcast 10, la série qui éclaire les troubles 10 et l'ensemble des TND à l'université. Dans ce deuxième épisode, nous retrouvons le professeur Olivier Revol, pédopsychiatre depuis 40 ans, et Myriam Cartier, orthophoniste clinicienne et enseignante à l'université Lyon 1. À deux voix, ils vont nous expliquer comment se déroule une prise en charge. Quel impact sur la vie étudiante, sur le choix des études? Quels sont les aménagements possibles? Faut-il en parler à son futur employeur? Ce deuxième épisode propose aussi un focus approfondi sur la dyslexie, le rôle de la rééducation, l'importance de la confiance en soi et les stratégies de compensation. Comment se déroule une prise en charge d'un enfant 10? D'abord, le premier temps de la prise en charge, c'est le repérage. Et le repérage, il doit être fait le plus tôt possible. Et dès qu'un enfant est entravé dans ses capacités de s'exprimer, de comprendre les codes, de rentrer en communication avec les autres ou de répondre aux attentes académiques des enseignants, il faut absolument qu'il y ait un bilan. Et ce bilan, il commence absolument par une visite médicale. Est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il entend? Combien d'enfants, on pensait qu'ils avaient un trouble de dysphasie, par exemple, de trouble du langage oral, et on n'a pas vérifié qu'ils n'entendaient pas bien. Surtout dans la région Rhône-Alpes, où il y a quand même beaucoup plus d'enfants que dans d'autres régions qui ont des otites séromuqueuses à répétition et qui ont un tympan qui est épaissi. Il suffit qu'on leur pose les aérateurs transtympaniques et à ce moment-là, ils se mettent à découvrir le langage. Pareil pour la vision. Un gamin n'a jamais vu sa vision. Et les parents ne le voient pas forcément parce qu'ils vous disent « mais on ne va pas vérifier son audition, il entend quand on lui parle. » Oui. Il entend au repas face à lui. Mais dans le brouhaha de la classe, il n'entend plus rien. Il entend comme dans un brouhaha qui est informe et il n'arrive pas à décrypter ce que dit l'enseignante. Donc, l'important, c'est de dépister le plus vite possible pour éviter que ne s'installe un doute sur qu'est-ce que je vaux. Une fois qu'on a fait le dépistage, il faut absolument mettre en place des rééducations adaptées. Et maintenant, on connaît bien ce parcours. L'orthophonie pour le trouble du langage oral ou le trouble du langage écrit, c'est-à-dire dyslexie, dysorthographie, ou des orthophonies spécialisées pour le calcul, pour la dyscalculie. Ensuite, la psychomotricité ou l'ergothérapie, si vous avez un trouble de la coordination motrice. Et puis après, de la remédiation de l'attention et de la concentration avec des neuropsychologues, voire un traitement, qui est un traitement qui permet à l'enfant d'être attentif à l'école, avec un médecin qui doit rester au centre. Et c'est ce qui manque sans doute pour beaucoup de familles, qui est le chef d'orchestre. Pourquoi les patients vont consulter une orthophoniste? En général, donc, c'est parce que l'enseignant, c'est souvent l'enseignant qui voit qu'il y a des difficultés. Parfois, c'est les parents aussi. Donc, on reçoit les familles avec une plainte. Quel est le problème, en fait? En lecture, en orthographe, en compréhension, les deux. Et à ce moment-là, nous, on fait une évaluation qui est d'une part chiffrée, avec des épreuves, et surtout avec un entretien avec la famille et avec l'enfant. Et on a besoin de ces deux parties pour pouvoir avoir une représentation fine et globale de notre patient. C'est vraiment important parce que dans l'évolution de l'orthophonie, au début, on n'avait pas du tout de chiffres. Donc, on faisait vraiment que de l'évaluation qualitative. Et petit à petit, avec l'avancée de la neuropsychologie, on a pu avoir des bilans normés qui nous permettent de situer notre patient par rapport à une norme. Pour autant, il ne faut pas qu'on oublie le côté humain, répercussions fonctionnelles. Et donc, voilà, on a vraiment besoin et de l'entretien et des scores. Pourquoi c'est important de partir de là? Parce que c'est vraiment partir de la plainte. Et c'est aussi à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir poser un diagnostic, quand même un petit peu le point de départ. Et ensuite, expliquer ce diagnostic. Et là, on commence vraiment ce qu'on peut appeler la rééducation, c'est-à-dire on va prendre le temps d'expliquer le diagnostic à la famille et à l'enfant pour qu'ils sachent un peu ce qui se passe, comment on a pu voir et comment on peut reconnaître qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas.
Les jeunes enfants, ils peuvent souvent avoir l'impression que c'est de leur faute, en fait. Et donc, la pose du diagnostic, elle est super importante pour ça, parce que là, on lui dit, mais en fait, je comprends ce qui se passe, et effectivement, c'est pas de ta faute. Il y a quelque chose qui ne va pas, et qui fait que tu as des difficultés pour apprendre à lire et à écrire. Donc, on est dans la première partie du soin, où on explique, où on essaie d'échanger nos connaissances avec la famille et avec l'enfant. C'est-à-dire, moi, j'ai des connaissances académiques sur la dyslexie. Bon, j'ai aussi des connaissances d'expérience. Par contre, la famille, elle a des connaissances sur le fonctionnement de son enfant et l'enfant sur son propre fonctionnement. Donc, on va mettre en commun toutes ces informations-là, s'apporter mutuellement des connaissances pour pouvoir faire des propositions de soins et des décisions partagées. Ça s'appelle la décision de soins partagée sur comment on va faire, qu'est-ce qu'on va faire. On peut avoir, par exemple, un enfant qui va avoir un trouble en lecture hyper important. Moi, je vois dans mes tests que c'est très, très déficitaire. Et pour autant, cet enfant-là me dit, mais en fait, ça me gêne pas trop. Moi, je préférerais qu'on travaille sur l'orthographe, parce que ça m'ennuie d'avoir des mauvaises notes en dictée. Ok, ça marche, c'est sa demande. Et c'est pas ce que je vois dans mon bilan, les chiffres qui vont guider mon travail, un autre travail, c'est vraiment la plainte de l'enfant et de la famille, et la motivation qu'il va avoir à faire bouger certaines choses et pas d'autres. Dès le départ, on va aussi parler de la fin de la rééducation. Ce qui permet à l'enfant et à la famille de s'inscrire vraiment dans un travail qu'on mène ensemble et un travail dans lequel tout le monde est acteur à part entière et à niveau égal. Mais ça, c'est des nouvelles représentations du soin qui sont très intéressantes et qui sont pas uniquement orthophoniques, mais qui sont valables dans tout le domaine médical, en fait. On se fait peut-être la représentation de l'orthophoniste qui va faire lire et écrire les syllabes, les lettres. Bien sûr, c'est beaucoup plus complet que cette représentation-là. Et on sait que la confiance en soi, c'est quelque chose qui se construit à peu près dans les années de primaire. On peut imaginer qu'un enfant qui voit tous les copains de la classe apprendre à lire sans trop de difficultés, alors que lui a du mal à faire ce travail-là facilement, ou le fait avec beaucoup d'efforts, ou avec peu de réussite, on peut bien sûr imaginer que cet enfant-là va avoir une estime de lui-même qui va avoir du mal à se construire. D'autant que, effectivement, tout l'enseignement est basé sur l'écrit. Donc, c'est quand même quelque chose qui est tout au long de la journée très présent. Donc, on voit beaucoup d'enfants pour lesquels cette question-là de l'estime de soi et de la confiance en soi est majeure et centrale. Moi, je peux vous parler d'une petite fille, parce que, une petite Elena qui m'a beaucoup marquée. Cette petite fille, elle est venue dans mon cabinet et elle n'avait pas du tout envie d'être là, visiblement. Elle avait déjà fait un peu de rééducation orthophonique, elle avait 8 ans. Elle avait déjà fait un petit peu de rééducation orthophonique, ça s'était bien passé, elle avait arrêté. Et donc, mon cabinet était plus près de chez elle que l'ancienne orthophoniste, donc elle revient. Mais visiblement plutôt à la demande de ses parents, parce qu'elle n'avait pas envie d'être là. Et je pose le diagnostic, et là, cette petite fille, elle était en pleurs. C'était très, très compliqué, elle sort, elle est en pleurs. Donc, je rassure les parents et je leur explique qu'on va se revoir pour qu'on puisse reprendre tout ça. Et donc, on a fait un travail avec cette petite fille pour expliquer le trouble. Juste ça, déjà, ça a déclenché chez elle, c'est bon. C'est pas de ma faute, je comprends ce qui se passe. Et elle a accepté le soin. Elle a accepté la rééducation orthophonique alors que c'était vraiment quelque chose qu'elle ne voulait pas. Et en général, moi, je propose à mes patients de faire une sorte de petit jeu de rôle et d'expliquer aux grands-parents, à l'un des parents qui n'est pas avec lui en séance, ou à des copains, ou à l'école, ce que c'est que le trouble, pour qu'ils soient en capacité d'expliquer eux-mêmes leurs difficultés. Donc cette petite fille revient la semaine suivante, et souvent les enfants, ils ont expliqué au papa, à la grand-mère, au petit frère ou à la petite sœur. Et là, elle me dit, bon, c'est bon, je l'ai fait, j'ai expliqué. Je dis, ok, parfait. Et tu l'as expliqué à qui? Elle me dit, je l'ai expliqué à la classe. En fait, cette petite fille, tout d'un coup, elle était devenue hyper confiante en elle par rapport au trouble, et elle a été en capacité d'expliquer à toute la classe quel trouble elle avait, qu'elle avait de la dyslexie, que ça la gênait pour lire et pour écrire, que ça n'avait rien à voir avec l'intelligence, qu'elle pouvait faire des progrès, même si la dyslexie durait toute la vie, et que, finalement, elle était normale. Voilà, ça illustre la nécessité d'aller travailler là-dessus. Et donc, on peut mettre plein de choses en œuvre, mais déjà juste comprendre ce qui m'arrive, ça peut déjà beaucoup améliorer la confiance. Puis, il y a un deuxième levier qui est super important, c'est aussi que les parents aient cette compréhension et prennent ce rôle-là de valoriser leur enfant beaucoup. C'est difficile pour les parents aussi, quand ils sont confrontés aux troubles de leur enfant, qu'ils ne comprennent pas forcément ce qui se passe.
surtout si eux-mêmes ont eu un trouble avant et qui peuvent avoir peut-être un vécu qui est aussi difficile. Et c'est important aussi de donner aux parents cette possibilité d'accompagner leur enfant, juste peut-être là-dedans déjà. Moi, souvent, je dis aux parents, en fait, votre rôle pour les devoirs, par exemple, c'est surtout de valoriser votre enfant, d'augmenter sa confiance en lui, parce que en classe, il apprend, et à la maison, il faut qu'on puisse booster sa confiance. Donc, voilà, on apprend aussi aux parents à être en capacité de ne pas juste être fixé sur les apprentissages, sur ce qui dysfonctionne, sur ce qui est difficile, sur ce qui ne marche pas, sur les notes, sur les résultats en dictée, mais sur voilà ce que tu as réussi, voilà ce que je peux te proposer pour aménager les devoirs, pour mettre les enfants en réussite. Et ça, c'est une grosse partie aussi, mais moi je pense que c'est peut-être même la partie la plus importante, parce que forcément, les parents, pour l'enfant, c'est bien plus important que l'orthophoniste. Alors la prise en charge des patients porteurs de troubles du neurodéveloppement a non seulement évolué, mais c'est une vraie révolution. Dieu merci, il était temps. Ça a évolué d'une part parce que les écoles acceptent cette différence. Dans les années 90, c'était très compliqué. Quand on décrochait notre téléphone pour appeler un chef d'établissement ou un prof principal, c'était toujours, on se regardait un peu en chien de faïence. Ça a totalement changé. C'est-à-dire que maintenant, au contraire, ils sont demandeurs. Et très souvent, c'est les écoles qui nous appellent. Pratiquement toutes les semaines, je me rends dans les écoles pour faire ce qu'on appelle une ESS, équipe de suivi de scolarité, pour ces enfants 10, pour aménager ce qu'on peut lui proposer, ce qu'on peut lui demander. Et nous, on a besoin de l'école aussi, du retour de l'école, pour savoir si, lorsqu'on a mis en route une rééducation ou un médicament, s'il y a des choses qui sont positives ou pas. Donc, l'évolution de la prise en charge, c'est remarquable. C'est remarquable. Alors bien entendu, il y a toujours des parents qui disent mais il y a encore des trous dans la raquette, il y a encore des endroits où c'est compliqué, mais globalement, il y a une belle reconnaissance. Presque, puis je dirais un peu par provocation, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse. C'est-à-dire que être 10 ou être TDAH, c'est pas le collier d'immunité de Koh-Lanta. C'est pas parce que je suis 10 ou que je suis TDAH que je fais pas attention à tout ce que je fais, que j'ai le droit de bouger, de faire tomber mes affaires. Il faut qu'il y ait un partenariat entre l'enfant, mais c'est ça l'alliance thérapeutique. Ok, je vais t'aider pour l'école. Ok, je vais expliquer à ton prof principal qui semble pas avoir forcément compris tes difficultés ou appeler le médecin scolaire. Mais toi, de ton côté aussi, il y a des petites choses. Je t'ai appris des petits trucs. Je donne un exemple. Pour les enfants hyperactifs, je leur apprends le stop, think, go. Avant de faire quelque chose, arrête-toi, réfléchis, vas-y. Je comprends pas ton truc, Doc. La maîtresse dit un truc qui te paraît facile, tu vas répondre. Qu'est-ce qu'il m'a dit, Olivier Revol? Ah non, arrête-toi, stop. Réfléchis, ah non, elle a dit de lever la main, vas-y. Donc tu fais mes petits trucs, je t'en donne plein d'autres comme ça, je te couvre par rapport à certaines situations. Je veux bien écrire à ton prof principal ou à ta maîtresse que c'est dommage que tu prennes ta récréation à écrire, à faire des lignes, je ne dois pas oublier mes affaires. Je peux appeler la fac aussi pour les plus grands, mais de ton côté, il faut absolument aussi que tu participes. Alors, les impacts des TND sur la vie de l'enfant, de l'adolescent et de l'étudiant sont importants et d'autant plus pénalisants que le trouble n'est pas reconnu. Et qu'on continue à essayer de faire genre, comme disent les ados, j'ai pas de trouble. À partir de ce moment-là, l'étudiant va s'épuiser. Je pense à ces étudiants qui arrivent en fin de cursus, en Master 1 ou en Master 2, qui ont des mémoires à faire. Et c'est le mémoire terminal. Et qui ont pu passer à travers les gouttes parce qu'ils avaient des tiers-temps, parce qu'ils pouvaient utiliser les correcteurs d'orthographe. De plus en plus, ils utilisent l'intelligence artificielle. Mais qui, à un moment donné, ils sont dans l'obligation de montrer qu'il y a une difficulté. Donc là, l'impact peut être important, sauf si le jury, les membres du jury, le directeur de thèse ou de mémoire a compris et va être un peu tolérant par rapport à l'orthographe, par exemple. C'est moins grave maintenant pour la dysgraphie, la dyspraxie, parce qu'ils tapent tous, et que l'ordinateur est venu leur changer la vie, mais il y a encore des difficultés qui peuvent se voir dans certains domaines. Alors, les impacts de la dyslexie sur la vie des étudiants, en général, la plainte en lecture, elle est surtout posée sur la vitesse de lecture, en fait. Les étudiants se plaignent souvent, les adultes, d'une façon générale, qui sont dyslexiques, disent que finalement, ils arrivent à lire, ils arrivent à ne pas faire trop d'erreurs, à lire dans leur tête, mais par contre, ça met plus de temps. Finalement, c'est un impact qui va les gêner que quand ils vont être en conditions de temps limité. Et ça, les étudiants, effectivement, vont être de temps en temps en conditions de temps limitées, d'où l'intérêt de fournir des aménagements. Le deuxième gros impact sera sur la compréhension.
Là aussi, les études montrent que finalement, en compréhension, ils s'en sortent plutôt pas mal, sauf si on leur demande de le faire en compréhension écrite, quand ils doivent lire et analyser un texte. Sauf quand ils sont limités par le temps aussi. Donc là, forcément, on retrouve le même effet que pour la lecture. Ça peut être délétère, alors même que s'ils ont le temps, le niveau en compréhension est plutôt correct. Après, on a un impact sur l'orthographe qui, là, peut être plus durable. L'orthographe en français, c'est beaucoup plus difficile que la lecture. Parce qu'on est ce qu'on appelle une langue opaque. Donc une langue où il y a plein de solutions pour faire le son « en », le mot « enfant », il y a je ne sais pas combien de façons de l'écrire en français. Donc l'orthographe est quand même beaucoup plus compliquée et ça va gêner. Heureusement, on a des correcteurs orthographiques. Ensuite, on va avoir des répercussions probablement sur ce qu'on appelle le coût cognitif. C'est-à-dire que pour faire la même tâche, l'étudiant dyslexique va être obligé d'utiliser beaucoup plus d'énergie. On peut parler d'énergie, d'attention, de concentration. Donc, on va avoir un effet fatigue probablement assez rapidement. On peut aussi avoir des répercussions sur la mémoire à court terme, qui est souvent touchée quand il y a une dyslexie et qui peut gêner l'étudiant pour mémoriser ce que dit l'enseignant au fur et à mesure, pour apprendre des nouveaux mots compliqués, par exemple. Ça peut être difficile. Ça, c'est plutôt le trouble phonologique, cette difficulté à mémoriser et à percevoir des mots nouveaux. J'avais la maman d'un de mes patients qui, au moment du diagnostic, je voyais qu'elle faisait la tête que font régulièrement les parents quand je pose le diagnostic de leur enfant, parce qu'ils se reconnaissent dans ce diagnostic. Et elle me dit « Ah, moi je crois que j'ai la même chose que mon fils. Il avait donc une dyslexie, il avait un trouble phonologique. » Et elle m'explique qu'en fait, cette maman est allée jusqu'en première année d'université. Elle a passé son bac assez difficilement, mais elle l'a eu. Et elle est allée en psycho, première année de psycho. Et là, vu le nombre de mots complexes, rares, qu'elle ne connaissait pas en tout cas, qu'il a fallu apprendre, eh bien, avec son trouble phonologique, pour elle, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et elle ne s'est pas du tout sentie en capacité de continuer ses études. Donc ça peut être, ça peut représenter une difficulté importante au moment des études. Après, ce que je dis n'est pas exhaustif. Il y a peut-être encore d'autres choses qui peuvent apparaître, mais disons que c'est les grands domaines qui me paraissent être les plus impactants. Chaque trouble du neurodéveloppement a des aménagements qui sont spécifiques, depuis toujours. Encore faut-il qu'on les ait repérés correctement, qu'on n'en ait pas oublié, parce que souvent, on voit des parents qui viennent nous voir en disant « Pourtant, il a des aménagements pour la lecture, la maîtresse ne le fait plus lire devant les autres. » Quand j'étais petit et qu'on faisait lire un enfant dyslexique devant tout le monde, il passait pour un enfant qui a une grosse déficience intellectuelle. Donc voilà des conseils qu'on donne aux enseignants. On ne le fait plus lire devant tout le monde. Et pourtant, il reste en difficulté. Peut-être qu'on a raté aussi une dyspraxie ou un problème logico-mathématique. En tout cas, toujours est-il que chaque trouble a des aménagements spécifiques. Il est logique que l'enfant qui a du mal à écrire, il ait droit à l'ordinateur. Après, je pense qu'à la fac, ils prennent tous les cours sur ordinateur. Mais on ne pénalise pas l'orthographe. On le met d'ailleurs au brevet et au bac, non-pénalisation de l'orthographe. On donne aux enseignants des stratégies, par exemple, si l'enfant a un trouble d'attention, ne peut pas rester longtemps sur une tâche, qu'il ait le droit de se lever, par exemple, pendant les épreuves. Ils le font pour le brevet, pour le bac, et ils pourraient le faire pour le secondaire. Ils ont un tiers-temps, un temps supplémentaire. Alors, ils ont le vrai tiers-temps pour le brevet et pour le bac. Dans les études supérieures, ce n'est pas un tiers-temps, mais ils ont 10 minutes en plus. C'est les fameuses 10 minutes. Moi, si j'avais eu 10 minutes à la fin de chaque épreuve en première année de médecine, c'était le Graal. Pour moi, ça n'existait pas à l'époque. Donc, on essaye d'aménager en fonction du trouble. Et je trouve que les médecins universitaires savent bien tout ça. Ils sont bien formés à ça. On essaie d'aménager chaque cas spécifique pour savoir qu'est-ce qu'on lui met comme aménagement. On a des phénomènes qu'on appelle des phénomènes de compensation. On a dit tout à l'heure qu'il n'y a pas une dyslexie, il y a différents niveaux de dyslexie. Donc effectivement, une dyslexie plus ou moins sévère. Et puis il y a aussi comment la personne dyslexique va pouvoir, avec d'autres compétences qui lui sont propres,
compenser ce trouble, c'est-à-dire le contourner, le dépasser. Par exemple, une personne qui a un très bon niveau de langage oral, qui a beaucoup de vocabulaire, qui a une très bonne syntaxe, qui a des très bonnes représentations sur le monde, eh bien, aura plus de facilité à apprendre à lire et à comprendre des textes, même si le texte n'est pas très bien lu avec plein d'erreurs. Ça, c'est un moyen de compenser le trouble. Avoir une bonne mémoire, ça pourrait être aussi un moyen de compenser. Il y a tout un tas de moyens comme ça de compenser le trouble et qui peuvent évoluer au fur et à mesure du temps. On peut aussi encourager la personne dyslexique à développer justement un certain nombre de domaines. Par exemple, moi, je conseille systématiquement aux enfants et aux parents d'enfants dyslexiques de fournir à l'enfant des livres audio. Parce qu'un enfant dyslexique lit peu. Et on sait que le développement du vocabulaire et de la syntaxe se fait principalement grâce à la lecture. Donc, comment on fait quand on ne lit pas ? On peut écouter des livres audio, par exemple. Donc, ça veut dire qu'avec le même niveau de difficulté qu'on trouve dans un test, par exemple, eh bien, 2 personnes dyslexiques ne vont pas avoir les mêmes répercussions fonctionnelles, les mêmes impacts, parce qu'ils ont la possibilité, grâce à d'autres ressources internes, ou externe, avoir un suivi orthophonique, être valorisé dans d'autres domaines, avoir beaucoup de motivation, il y a sûrement beaucoup de moyens de compensation qui existent, vont limiter l'impact de ce trouble. On peut penser en particulier aux étudiants qui sont arrivés jusque-là. On n'a quand même pas autant d'étudiants que de dyslexiques. En France, on n'est pas encore très très fort. Il y a des pays où il y a plus d'étudiants dyslexiques qu'on en a en France, alors que le taux de dyslexique est à peu près le même dans la population générale. Alors, on peut imaginer que ces étudiants dyslexiques, ils ont mis en place, ils ont eu la possibilité de compenser leurs troubles, de compenser leurs difficultés. Pour autant, on dit compenser et on ne dit pas annuler complètement les difficultés. Il y a un certain nombre de difficultés qui restent, mais en tout cas peuvent dépasser un certain nombre de problématiques pour pouvoir accéder aux études supérieures. Alors, est-ce qu'il y a une restriction des études pour certains dys ? Je vous dirais oui. Je vais vous dire, au départ, quand j'ai fait médecine, moi, je voulais être chirurgien. Et très vite, dans mes premiers stages, en 4e année, le chirurgien m'a dit « T'es sûr que tu ne veux pas faire plutôt de la pédopsychiatrie ou de la pédiatrie ?» Parce que j'étais maladroit et que j'aurais été malheureux. Et que j'aurais pas été un bon chirurgien parce que j'avais du mal à comprendre comment se positionnent les choses dans l'espace. Et puis après, à l'époque, les pinces gauchères, vous savez, qu'on utilise en chirurgie, il n'y en avait pas pour les gauchers non plus. Donc, c'était très compliqué. Donc, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais c'est vrai que les ingénieurs, j'ai beaucoup d'enfants 10 qui sont ingénieurs et ça leur va très bien. Parce qu'ils ont cette vision dans l'espace, ils ont cette créativité et ça ne les pénalise pas trop, leur dyslexie d'orthographie. Donc je dirais qu'il y a certainement des métiers, si vous êtes dyspraxique, prof de PS, ça va être compliqué parce que vous avez du mal avec la coordination, vous allez avoir du mal à enseigner quelque chose que vous ne maîtrisez pas vous-même. Mais je trouve que mes adolescents et les jeunes adultes, ils comprennent très vite vers quoi ils vont être bien. Et il y en a que comme un défi, comme un challenge, qui peuvent choisir d'aller dans le sens de leur trouble, mais ça leur demande beaucoup d'efforts. Alors, est-ce qu'il faut parler de son trouble quand on est adulte ? Tout dépend de la sévérité du trouble. Il y a quand même un air de revanche pour certains. Et vous savez que quand vous avez été accompagné par la MDPH pendant toute votre scolarité, pour avoir droit aux aménagements, pour avoir droit à l'ordinateur, pour avoir droit à une auxiliaire de vie scolaire, vous avez la possibilité, et je les encourage à le faire, à continuer cet accompagnement par la MDPH et à demander ce qu'on appelle la RQTH, reconnaissance qualité travailleur handicapé. Je leur demande, pour certains, ceux qui sont en difficulté. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ton dossier, quand tu vas le présenter à un employeur, eh bien, l'employeur, s'il s'occupe de toi, s'il t'embauche, il aura des avantages au niveau de l'URSSAF, au niveau de plein de choses, puisque normalement, une entreprise est obligée d'enrôler un pourcentage d'enfants porteurs de handicap. Toi, tu as un handicap invisible, qui a été particulièrement handicapant puisqu'il était invisible et que personne ne le voyait et qu'on pouvait te le reprocher. Maintenant, ce handicap invisible va être une chance pour toi, parce que l'employeur va pouvoir t'engager sans avoir à refaire des modifications au niveau architectural dans son entreprise
Et simplement, il va juste reconnaître qu'il y aura des mails mal orthographiés, qu'il te faudra plus de temps pour apprendre les nouvelles tâches, mais qu'une fois que tu les auras appris, tu les sauras plus longtemps que les autres et avec la capacité à reproduire ce qu'on t'a appris de façon exemplaire. Il faut qu'on favorise l'accès aux études supérieures à tous les jeunes qui ont envie de faire des études supérieures. Et je pense quand même que pas mal de jeunes se restreignent, se freinent dans leur choix d'études et dans leur choix d'orientation parce qu'ils sont dyslexiques tout simplement. Et ça serait bien que ça change. Les troubles du neurodéveloppement, dont la dyslexie, sont souvent invisibles, mais ont un impact réel sur le parcours scolaire et universitaire. Le diagnostic précoce, la rééducation adaptée et les aménagements sont essentiels pour limiter la fatigue cognitive et restaurer la confiance. Être étudiante ou étudiant porteur d'une dyslexie ou d'un autre TND, c'est développer des stratégies de compensation. Et ces stratégies sont une force pour l'apprentissage et l'insertion professionnelle. Vous écoutez Podcast 10, la série qui éclaire les troubles 10 et l'ensemble des TND à l'université. Dans le prochain épisode, retrouvez Agnès Vitko, enseignante-chercheuse en sciences du langage, pour faire un point sur la recherche en dyslexie.